Bonjour à tous, merci d'être venus en masse. C'est un événement très important que nous commémorons. C'est le massacre de 48 personnes, mais il y en avait sans doute à peu près 70 qu'on n'a pas retrouvés. Après le 2 mai 2014 à Odessa, suite à la contre-révolution dite Euromaïdan. Euromaïdan parce que soutenu avec évidemment la complicité de l'Union européenne et de son bras armé qui n'est autre que l'OTAN. Je rappelle qu'à cette période qui a commencé fin 2013, des gens comme McCain aux États-Unis venaient rencontrer des dirigeants d'extrême droite comme Svoboda, comme Pravic Sector, discuter avec eux et on a vu le résultat. Alors aujourd'hui en France on a le fascisme de plus en plus décomplexé, mais bon, on fête le 21 avril 1961 sans le dire. C'est ce qui s'est passé avec le manifeste des généraux dans Valeurs Actuelles. Mais à moins qu'ils ne fêtassent le 21 avril 2002, c'est-à-dire le fait que Le Pen ait figuré au second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen fait semblant de leur tendre la main, alors qu'en fait elle sait très bien que l'initiateur de ce manifeste, Fabre Bernadac, était dirigeant du DPS, c'est-à-dire le service d'ordre de son propre père. Ce qui fait qu'on reste quand même dans une atmosphère très familiale, si je puis dire. Même chose pour De Villiers, qui dans ce même hebdomadaire Valeurs Actuelles se voyait bien, puisque appelé à l'insurrection, terme qui évidemment met le peuple dans la partie, mais on voit bien que dans le contexte actuel, il se verrait bien en Lucien Bonaparte du Brumaire de son général de frère. Dans ce contexte-là, on voit que quelqu'un comme le président Biden n'hésite pas à accuser le président Poutine de dire que c'est un assassin, alors que c'est lui qui multiplie les provocations militaires. On a vu récemment la tentative d'assassinat du président Loukachenko en Biélorussie. On a vu la recrudescence de la guerre dans le Donbass. Bon, de l'autre côté des Pyrénées, en ce moment, des candidats de gauche ou apparentés à la gauche se reçoivent des balles et des menaces de mort. L'ambiance est très très lourde, mais effectivement on peut au moins savoir gré aux Ukrainiens de montrer là, faire cette expérience dont on serait passé, hein, mais d'un fascisme vraiment totalement décomplexé. On voit vraiment ce que ça donne, on voit jusqu'où ça va. Et il faut aussi savoir que tout cela est quand même fomenté, apprécié et fortement soutenu par l'Union européenne qui n'hésite pas à criminaliser le communisme. Je vous rappelle quand même la déclaration du 19 septembre 2019 où le Parlement européen, quasiment comme un seul homme, avec une belle majorité de députés qu'il faudra interroger, hein, de députés soi-disant de gauche qu'il faudra interroger, a mis un point d'équivalence entre communisme et nazisme. C'est-à-dire, elle parlait du communisme, c'est-à-dire la seule force qui a détruit le fascisme au niveau mondial en 1945. Et la seule force qui est à même de s'y opposer. Et on le voit encore, à chaque fois qu'il y a des massacres fascistes, les premières victimes, comme on l'a vu à la Maison des syndicats le 2 mai 2014 à Odessa, ce sont toujours des communistes. Ce sont toujours des communistes qui se dressent contre le fascisme. Alors, vous aurez toujours des gens à gauche pour vous dire « Ah, mais c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit du peuple ukrainien à avoir son indépendance ». Ah, écoutez, on n'a pas de reçu à recevoir de ces gens-là. Il faut savoir que quand Lénine et les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, ils ont toujours favorisé l'émergence de langues nationales dans toutes les républiques soviétiques, politique qui allait complètement à l'encontre de ce qu'était la politique tsariste. Bien sûr que dans le marxisme, il y a le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sous prétexte d'indépendance, ils ont interdit à des gens de parler leur langue maternelle, c'est-à-dire le russe. Et ils les ont littéralement persécutés, que ce soit à Odessa, que ce soit justement dans le Donbass, où ils sont majoritairement russophones. Donc on ne nous parle pas du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ou alors on voit bien que tout ça c'est une manipulation. Et moi ça me rappelait un certain Léon Trotsky. Est-ce que vous savez quand Léon Trotsky a eu comme ça la lubie de se dire je vais défendre l'indépendance ukrainienne? Vous savez quand il l'a fait? 1939. Il y a 4 articles de Léon Trotsky demandant l'indépendance ukrainienne en 1939 et même polémiquant avec ses partisans qui commençaient à se poser quand même quelques questions. Pourquoi quelques questions? Parce qu'on est après, je vous rappelle que les accords de Munich c'est septembre 1938, donc Hitler a déjà mangé la Tchécoslovaquie sous prétexte de minorités, des Sudètes, de minorités allemandes.
il orne déjà vers Danzig, vers la Pologne. Après la Pologne, il y a l'Ukraine. Et Trotsky, ça ne le gênait pas. Là, d'un seul coup, il enfourche le dada du nationalisme ukrainien. Et il faut quand même savoir, c'est que dans les procès de Moscou, le second procès de Moscou, en janvier 1937, Piatakov, vice-ministre de l'équipement et de l'industrie, partisan de Trotsky, à l'intérieur de l'Union soviétique, avait annoncé que Trotsky demanderait l'indépendance de l'Ukraine. Ça paraissait fou, on se disait encore une fantaisie du procès de Moscou de cette accusation. Et ben, il l'avait prévu, c'est un peu comme la planète Neptune dont on a pu déterminer l'existence avant de l'observer. Et ben, Trotsky l'a fait, parce qu'on voyait que Trotsky servait les intérêts nazis. Parce que c'était sa seule carte pour pouvoir revenir au pouvoir en Union soviétique. C'est toujours par l'Ukraine que ça se passe quand on veut envahir la Russie, c'est toujours là qu'il faut attaquer. Je rappelle quand même que Brzezinski, qui était le penseur officiel du Parti démocrate aux États-Unis, a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, où le plan est très clair, c'est exactement le même plan que les SS avec la Russie. On la divise en trois parties et on leur prend l'Ukraine, parce que si on prend l'Ukraine, c'est là où la Russie a le plus de difficultés à être viable. Mais évidemment, ça ne marche pas parce que la population est majoritairement contre. Donc ça ne peut se faire qu'avec énormément de souffrance, avec des guerres, en divisant complètement la population ukrainienne. Et à ce propos, qu'on ne me fasse pas dire que j'invente ou que je parle ici de Paris et que je ne relaie pas la parole des Ukrainiens. Au contraire, nous avons reçu au nom du PRCF une lettre de soutien des camarades du Parti communiste ukrainien. Et donc je vais vous la lire. Chers camarades et amis, au nom du comité central du Parti communiste d'Ukraine, veuillez accepter nos félicitations à l'occasion de la journée internationale de solidarité des travailleurs 1er mai. Ils vont parler du 1er mai, après ils vont parler du 2 mai. Donc. Nous, communistes d'Ukraine, sommes solidaires de l'évaluation de classe de votre parti des processus politiques et socio-économiques négatifs qui se déroulent dans notre propre pays et dans le monde, causés par l'aggravation dramatique de la crise globale du système capitaliste mondial et l'approfondissement des contradictions géopolitiques mondiales liées à une nouvelle offensive menée par le gendarme international US, ses satellites, FMI, Union européenne et OTAN, avec le renforcement de l'anticommunisme, du terrorisme, du néofascisme et d'autres menaces. Nous vous exprimons notre sincère gratitude pour votre solidarité internationale et votre soutien fraternel à notre parti dans sa lutte contre le régime national oligarchique établi dans le pays à la suite du coup d'État de février 2014. Nous vous sommes reconnaissants de l'aide apportée pour démystifier les actes criminels du régime en place contre le peuple ukrainien, les meurtres du Maïdan, la guerre civile déclenchée dans le Donbass pour complaire à l'impérialisme international, le massacre brutal de 48 personnes dans la maison des syndicats à Odessa, etc. Malheureusement, depuis le 2 mai 2014, les meurtriers qui ont laissé des cocktails Molotov sur la maison des syndicats, tiré sur des personnes qui s'étaient réfugiées à l'intérieur et frappé à coups de batte ceux qui ont sauté par les fenêtres pour échapper à l'incendie, sont toujours en liberté. Les organisateurs et les commanditaires de ce crime sont toujours en liberté et occupent des postes gouvernementaux, tournent en dérision les corps brûlés des victimes, se repassent les films et font des commentaires ignobles. Malgré le fait que ce crime du régime au pouvoir en Ukraine depuis 2014 n'est comparable qu'aux atrocités des occupants hitlériens et des Schutzmänner nationalistes ukrainiens pendant tout ce temps d'enquête, malgré les preuves vidéo et photos irréfutables de l'implication d'individus spécifiques dans le meurtre de paisibles citoyens d'Odessa qui s'opposaient à la fascisation de leur ville natale et de l'Ukraine, aucun des coupables n'a été traduit en justice. En outre, tout est fait pour transformer les victimes de la maison des syndicats d'Odessa en criminels. Cette pratique, celle qui consiste à transformer les victimes en bourreaux, s'inscrit pleinement dans l'idéologie du régime oligarcho-nazi, criminel et laquais de Soros au pouvoir en Ukraine, l'idéologie de leur maître et sponsor de la CIA, du FBI, de l'OTAN, du département d'État et de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales étrangères qui s'emploient activement à détruire la vérité de l'histoire. Le Parti communiste ukrainien a exigé pendant toutes ces années que les véritables criminels, y compris ceux qui occupent des postes élevés au sein du gouvernement, soient tenus pénalement responsables dans toute la mesure de la loi. Sous le président Poroshenko, c'était impossible, car cette atrocité a été commise par l'équipe Poroshenko. Mais l'équipe du président sortant, Zelensky, foulant aux pieds ses promesses électorales, sabote aujourd'hui l'enquête sur les crimes et les atrocités de ses prédécesseurs, permettant aux meurtriers de porter le titre de député et de s'asseoir dans leur bureau confortable au lieu de leur cellule de prison. En ce jour de deuil et de tristesse, les communistes d'Ukraine sont sûrs que grâce au soutien international, y compris celui du pôle de Renaissance communiste en France, les paroles prophétiques de la célèbre Marseillaise française se réaliseront. Tremblez, tyrans et vous perfides, l'opprobre de tous les partis, tremblez, vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Le comité central du Parti communiste d'Ukraine.
Maintenant, je vais passer la parole au l'orateur qui s'appelle Romain, qui va parler pour les JRCF, c'est-à-dire notre organisation de jeunesse, et pour la section 94 du PRCF, à qui on doit cette organisation de cet événement, et merci à eux. Camarades, les Jeunes pour Renaissance communiste en France sont ici pour rendre hommage aux victimes du massacre d'Odessa, orchestré par les fascistes pro-Maïdan. Ce massacre montre bien la violence et la montée du fascisme en Europe. Ni les médias dominants, ni les personnalités politiques ne parlent du 2 mai 2014. C'est notre devoir à nous les jeunes communistes de le rappeler, mais aussi de combattre le fascisme montant en Europe. Nous dénonçons l'Union européenne, leur silence et l'absence de condamnation de l'événement. Est-ce si surprenant lorsqu'on sait qu'en septembre 2019, l'UE votait une résolution qui compare le communisme au nazisme? Cette résolution montre bien que l'UE veut combattre plus le communisme que le fascisme. Dans beaucoup de pays, en Europe, les partis réactionnaires sont proches du pouvoir. Et dans d'autres pays, ils y sont déjà. En Ukraine, le fascisme est plus que présent et infuse ses idées partout. Nous soutenons les jeunes camarades communistes ukrainiens qui résistent aux fascistes ukrainiens pro-Maïdan. L'idéologie de ces criminels est le nazisme. Dans certaines des photos, on les voit arborer des symboles nazis, rendant hommage à d'anciens criminels SS, voire à tenir des propos antisémites et russophobes. Rien que cette semaine, des groupuscules néo-nazis ont manifesté à Kiev pour l'anniversaire de la création de la 14e division SS dit Galicie. Ces néo-nazis sont là pour être force d'appoint du pouvoir dans la guerre contre l'Est de l'Ukraine et faire le sale boulot. En Espagne, la droite a tenté de faire appliquer la résolution de l'Union européenne et de faire interdire les partis communistes en Espagne, un pays où le rappeur communiste Pablo Hasél est emprisonné pour s'être moqué d'un roi escroc, et où l'association Esperanza Obrera, association de solidarité notamment alimentaire, a été délogée par l'État espagnol. Dans les États baltes, les partis communistes sont interdits et chaque année, il y a des manifestations des anciens SS appelées par les ministres de certains ces États une fierté nationale. En Allemagne, outre la montée du parti franchement réactionnaire et des manifestations qui vont avec, il suffit de voir que nos camarades des FDJ, l'organisation des jeunesses communistes allemandes issues de la RDA, ont été réprimés lors de leur manifestation pacifique du 11 janvier dernier en hommage à l'horrible assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. En ex-Yougoslavie, en novembre de l'année dernière, le secrétaire général de SKOJ, Alliance des jeunesses communistes en Yougoslavie, a été menacé de mort par des partisans royalistes. En Suisse, pays considéré comme pacifique, le secrétariat du Parti communiste suisse a subi, il n'y a même pas 2 ans, des tags fascistes sur sa maison. En France, actuellement, le journal réactionnaire Valeurs Actuelles a sorti une tribune de plusieurs généraux appel à remettre de l'ordre tout en accusant les musulmans. En sachant que dans ce même journal, le réactionnaire Philippe de Villiers appelait à prendre le pouvoir par la voie militaire. Ces menaces doivent être prises au sérieux et nous, jeunes communistes, nous devons dénoncer ces menaces fascistes. Les jeunes pour la Renaissance communiste en France dénoncent et combattent ces actes fascistes. Nous défendons les symboles et l'histoire du communisme et combattons les tentatives révisionnistes de l'Union européenne. Jeunes communistes, antifascistes et insoumis pour la construction du socialisme, la patrie ou la mort, le socialisme ou la mort, nous vaincrons. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité à prendre la parole dans cet événement qui rappelle quand même les martyrs d'Odessa du 2 mai 2014 qui sont morts brûlés vifs, il faut le rappeler, ou tabassés et morts tabassés. Les autres ont été emprisonnés par la suite et continuent à être opprimés et réprimés ainsi que leurs familles, et certains ont dû fuir à l'étranger d'ailleurs, et d'autres continuent à se cacher. Donc on est dans une situation évidemment qui s'explique par le fait que l'Ukraine et la Biélorussie sont aujourd'hui les 2 pays clés de l'équilibre, ou plutôt du déséquilibre qui est en train de s'installer en Europe orientale, en Europe centrale et orientale, et plus largement évidemment l'objectif vise à couper ces pays de leur partenaire traditionnel qui est quand même la Russie et plus largement l'Eurasie, surtout évidemment en cette période où la Russie redevient un pays qui compte dans l'équilibre international et où des pays comme la Chine jouent un rôle clé dans le développement de l'économie à un moment où l'économie capitaliste s'effondre, comme nous le savons, un peu partout dans les pays occidentaux, donc en Europe occidentale et en Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier. Donc dans cette situation, l'Ukraine et la Biélorussie occupent l'espace clé et bien sûr ils profitent de l'appui de tous les réactionnaires qui ont pris le pouvoir après 89 dans l'Europe centrale, c'est-à-dire en Pologne, dans les pays baltes et dans
les pays des Balkans et jusqu'en Hongrie et Tchécoslovaquie. Donc cette situation est évidemment liée, hein. On voit, comme il a été rappelé, dans les pays baltes, une répression qui va jusqu'aux arrestations. Il faut savoir qu'il y a des prisonniers politiques en Lituanie et en Estonie aujourd'hui. Alors évidemment, au début, ça se limitait aux communistes, mais aujourd'hui, comme d'habitude, ça s'élargit à d'autres milieux, des milieux qui ont simplement comme désir de maintenir les droits de leur langue, et en particulier de la langue russe, mais ça peut toucher éventuellement d'autres minorités nationales dans les pays baltes. Il en va de même en Pologne, où bien sûr la répression a commencé par le Parti communiste de Pologne, mais vise aujourd'hui d'autres secteurs qui n'acceptent pas en fait la transformation de leur pays en réserve de travail pour le capital allemand, sous prétexte évidemment d'intégration européenne. Donc on est dans cette situation et tout cela permet une totale réécriture de l'histoire. On le voit, les massacres antisémites, les massacres visant les populations polonaises ou russes en Ukraine pendant la guerre sont tus. Alors ils sont tus en Ukraine, mais ils sont même tus en Pologne, où ce sont leurs compatriotes qui ont été massacrés. On voit bien, donc on a affaire à des gouvernements fantoches qui ne défendent bien sûr pas la fraternité avec les peuples, mais qui ne sont même pas capables de défendre leur propre peuple face à la domination impérialiste, la domination de l'OTAN et de l'Union européenne, qui en Europe de l'Est se manifeste en particulier par la présence des troupes américaines dans tous les pays qui entourent la Russie, hein, donc en Ukraine, dans les pays baltes et en Pologne. Donc quand il y a les troupes russes qui s'approchent de la frontière ukrainienne, on crie à la menace de guerre russe, mais quand les troupes américaines font des exercices en Lettonie ou en Estonie à la frontière russe, ça n'est évidemment pas considéré comme une menace à la sécurité de la Russie. Donc on est dans cette situation où il y a donc présence américaine et où bien sûr le capital qui domine, c'est le capital allemand qui joue sur les bas salaires pour produire des composants pour la grande industrie allemande. Il faut rappeler qu'à l'intérieur de l'Union européenne, si on a détruit les industries dans pratiquement tous les pays, y compris le nôtre ici en France, l'industrie allemande, elle, s'en est beaucoup mieux sortie puisqu'elle est le centre de l'impérialisme qui gouverne l'Union européenne. Donc évidemment, les pays d'Europe centrale et orientale sont des pays clés et la terreur est nécessaire pour faire régner ces régimes qui se veulent démocratiques, mais dont on sait bien qu'ils sont issus de complots mafieux, le cas ukrainien étant le plus clair, le plus évident, mais les autres ne sont pas très loin dans la caractéristique. Et les terreurs, c'est évidemment des événements comme le massacre d'Odessa permet évidemment de continuer à faire pression sur les peuples pour qu'ils ne se réveillent pas, pour qu'ils aient peur de se retrouver dans une situation de guerre telle qu'on avait pu la connaître en Yougoslavie à partir de 1999, mais opération qu'on est évidemment prêt à renouveler dans d'autres pays si les populations ne sont pas sages et domestiquées pour le capital transnational qui nous gouverne. Voilà, donc je pense qu'avec ça, on voit bien que l'enjeu de l'Ukraine n'est pas un enjeu limité à l'Ukraine, c'est un enjeu géopolitique international, un enjeu majeur auquel les peuples, tous les peuples qui sont attachés à la paix et au développement doivent être conscients du fait qu'il faut qu'ils se mobilisent pour empêcher cette marche vers l'horreur, cette marche vers la guerre, parce que le capitalisme aujourd'hui n'a pas d'autre échappatoire que de généraliser les guerres, vu la complète stérilité sur le plan social de ce système pour l'humanité. Voilà, merci camarades et on continue le combat. Chers amis, chers citoyens, chers camarades, bonjour à toutes et tous et un grand merci d'abord aux camarades du PRCF du Val-de-Marne pour avoir organisé cette journée pour ce 7e, j'ai pas envie de dire anniversaire parce que c'est un bien triste anniversaire, mais c'est pour cette commémoration donc, du massacre d'Odessa. Mes remerciements également pour Bruno Drewski qui est intervenu pour justement l'ANC pour faire état de la situation en Pologne. Et sur ce terme plus général de la fascisation, bon, on a évoqué la question de la Pologne, on a évoqué la question de l'Ukraine. Dans les interventions qui ont été
déjà réalisé. Il a également été question de ce qui pouvait se passer par exemple de l'autre côté des Pyrénées, de l'Espagne. On pourrait multiplier les cas de figure, on l'a pu le voir en Grèce aussi, avec les attaques dont ont été victimes donc des militants syndicalistes et communistes du côté de la Grèce. Bref, le terme de fascisation, la fascisation, malheureusement progresse de manière considérable, exponentielle partout en Europe et y compris en France. Il faut insister sur la situation de la France parce qu'on pourrait croire que la France est à l'abri de tout cela, tout ça parce qu'il y aurait soi-disant des barrages antifascistes que constituerait pour le dernier d'entre eux un certain Emmanuel Macron. Il faut quand même rappeler qu'à l'occasion de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2017, le pôle de Renaissance communiste en France avait très clairement appelé à une abstention populaire. Pas une seule voix, jamais une seule voix pour l'extrême droite, pour le prétendu Rassemblement national, mais pas non plus de voix pour ceux qui nourrissent la fascisation, qui sont les moteurs de la fascisation. Parce que de croire que l'extrême droite n'est que le seul socle de la fascisation, c'est faire une erreur. Qu'est-ce que c'est finalement la fascisation? C'est le fait que progressivement, toutes les conquêtes sociales et démocratiques qui ont été réalisées, et toutes celles et tous ceux qui défendent encore aujourd'hui ces institutions, ces conquêtes sociales et démocratiques, sont attaqués. Sont attaqués malheureusement, comme on a pu le voir hier, avec la CGT, victime d'attaques absolument inacceptables de la part de Black Bloc, qui finalement détruisent justement progressivement des éléments qui permettent de résister. Quels sont ces éléments? Eh bien c'est ce que nous appelons le front antifasciste, patriotique, populaire et écologiste. C'est-à-dire l'ensemble des forces communistes, insoumises, franchement patriotiques, antifascistes, anti-européistes qui vont pouvoir s'unir avec des syndicalistes de combat, de classe et de masse, avec des gilets jaunes également qui sont là avant tout pourquoi? Pour réclamer la démocratie populaire en France. Parce que il ne s'agit pas de dire être pour la démocratie. Il faut savoir de quelle démocratie on parle. Peut-on parler de démocratie en France à partir du moment où de toute façon, même quand vous votez non à un référendum, comme le 29 mai 2005, eh bien 3 ans plus tard, on fait passer un texte qui justement accélère la destruction des conquêtes sociales démocratiques. Peut-on parler de démocratie en France quand des militants syndicalistes, des gilets jaunes, des militants politiques progressistes sont poursuivis avec des jugements de plus en plus administratifs et même plus avec une justice normale, bref, avec l'état d'urgence permanent? Peut-on encore parler également de démocratie à partir du moment où 90% des médias sont contrôlés par 9 ou 10 grands milliardaires et que de surcroît certaines chaînes sont officiellement les suppôts de la fascisation, à commencer par CNews? Bien sûr que non. Or, c'est pour cela que nous disons très clairement, cette pseudo-démocratie libérale en fait conduit vers le fascisme. Et déjà Bertolt Brecht l'avait parfaitement résumé. C'est pour cela que nous défendons très clairement la démocratie populaire, en un mot, la souveraineté nationale et populaire. Qu'est-ce que cela signifie? Reconquérir la souveraineté nationale et populaire, c'est exiger la sortie de l'euro, cette monnaie euro-austéritaire qui ne cesse d'imposer des contraintes terribles, catastrophiques pour l'ensemble de toutes les populations dont les pays ont accepté d'avoir la monnaie unique. C'est bien sûr réclamer la sortie de l'Union européenne, soi-disant grand projet pacifique, mais qui en réalité pousse les peuples les uns contre les autres et débouche sur des guerres civiles permanentes entre des oligarchies capitalistes qui ne font qu'appliquer les directives de l'Union européenne et un immense prolétariat, ouvriers, paysans, petits artisans, petits commerçants, salariés, chômeurs, précaires, travailleurs immigrés, qui ne cessent d'être massacrés à coups de soi-disant réformes qui ne sont que des contre-réformes réactionnaires. C'est évidemment sortir de l'OTAN, puisque l'OTAN n'est pas un instrument de paix, mais un instrument de guerre vieux de 70 ans et qui ne cesse d'étendre son influence pour pousser à la guerre, qui contre la Russie, qui contre la Chine, qui contre Cuba, qui contre le Venezuela, bref, contre tous les régimes qui osent s'opposer à l'impérialisme états-unien. Et bien entendu, c'est la sortie du capitalisme, parce que la fascisation se nourrit des crises du capitalisme. Dans le fond, le capitalisme, quand il se porte bien, peut se contenter d'avoir quelques, entre guillemets, démocratie libérale. Mais dès qu'il va mal, il a la solution de rechange, la fascisation. Cette fascisation qui frappe, je répète, pas seulement la France, mais aussi les pays d'Europe et hors d'Europe. Et c'est pour cela que, plus que jamais, face à cette terrible fascisation que nous, pôle de Renaissance communiste en France et Jeunes pour la Renaissance communiste en France, combattons depuis des années, plus que jamais nous devons nous en débarrasser. Comment? Eh bien en empêchant à tout prix un faux duel Évray-Duhon, Macron-Le Pen pour 2022. Et ça passera pas par des pseudo-projets d'euro-gauche où on va inventer une nouvelle Europe sociale. Ça ne passera pas non plus par une alliance des souverainistes des deux rives qui de fait conduit à l'extrême droite en se rangeant derrière des personnages comme Dupont-Aignan qui d'ailleurs n'avait aucun mal à vouloir être Premier ministre de Marine Le Pen en 2017. Non, la solution elle passe par finalement ce
qui a toujours été les deux drapeaux révolutionnaires, le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Ce que disait déjà Jean Jaurès dans son texte Les drapeaux du 14 juillet 1904, ce que disaient déjà également Marx, Engels et Lénine. Dans le fond, c'est l'alliance des deux drapeaux pour une alternative rouge tricolore qui nous permettra de combattre efficacement la fascisation. Et plus que jamais, nous porterons les mots d'ordre qui étaient ceux de Rosa Luxembourg, et bien entendu, mais aussi de l'ensemble du mouvement communiste, et puis de Fidel Castro et de Guevara. Socialisme ou barbarie, la patrie ou la mort, le socialisme ou mourir, nous vaincrons. Vive la République soviétique d'Ukraine!